Les héros sont ceux qui font ce qu'ils peuvent, les autres ne le font pas. Romain Rolland. Saint-Ouen, printemps 1942. Dans les usines Alstom, les ouvriers arrivent tête baissée. Ils pointent, ils prennent leur poste, ils ne se regardent pas. Tout le monde sait que des oreilles se traînent. Des délateurs, des collègues qui ont cédé à la peur ou à l'argent. La Gestapo a des informateurs partout, dans les ateliers, dans les cafés, dans les cages d'escalier. Pourtant, dans ce silence, quelque chose circule. Pas des tracts, pas encore. C'est trop dangereux. Juste des mots. Un homme qui s'approche d'un collègue pendant la pause, quelques phrases basses, un rendez-vous pris sans en avoir l'air, et l'autre qui repart à son poste, un peu différent. Cet homme, c'est Louis Béhor, tourneur sur métaux, militant de section, recruteur. Il n'a pas de grade, pas de pseudonyme célèbre, pas de mission de sabotage. Il fait quelque chose de plus difficile encore. Il convainc des gens qui ont peur de rejoindre la résistance. C'est le travail invisible, celui sans lequel rien d'autre n'est possible. Saint-Ouen, en 1942, c'est une ville ouvrière sous tension extrême. Les usines tournent. Alstom fabrique du matériel électrique. Les ateliers TEM produisent des pièces que les Allemands réquisitionnent. Le service du travail obligatoire commence à vider les ateliers de leurs jeunes ouvriers. La résistance communiste, décimée depuis les vagues d'arrestations de 1941, cherche à se reconstruire. Et un nouveau mouvement s'organise discrètement dans la banlieue nord-est de Paris. Libération Nord. Libération Nord, c'est un mouvement de résistance qui a la particularité de recruter au-delà des frontières politiques habituelles. Des enseignants, des postiers, des fonctionnaires, des ouvriers. Pas forcément communistes, pas forcément syndicalistes. Des gens ordinaires qui ont décidé, chacun pour des raisons différentes, de ne pas accepter. À Saint-Ouen, le mouvement s'implante à partir de 1942. Et pour s'implanter, il a besoin de gens qui connaissent la ville, qui connaissent les usines, qui savent à qui parler et comment, qui ont une crédibilité dans les milieux ouvriers. Louis Béhor a tout ça. Il connaît Saint-Ouen depuis 1923, presque 20 ans. Il a milité dans les syndicats, dans les sections politiques. Il a traversé les ruptures, les exclusions, les querelles de tendance. Il n'est plus au PCF depuis 1928, exclu pour déviation d'opposition. Il n'est pas non plus socialiste au sens classique. Il est quelque chose de plus difficile à nommer. Un homme de conviction qui a payé le prix de ses opinions et qui n'a pas renoncé. Les origines. Paris, les métaux, le syndicat. Louis-Raymond Béhor naît le 8 juin 1899 à Paris, dans le 18e arrondissement. Montmartre, la Butte, le quartier des peintres et des ouvriers. Son père est ouvrier. Il grandit dans ce monde-là, l'atelier, le syndicat, la solidarité de classe comme horizon naturel. En 1918, il a 19 ans. On l'incorpore au 48e régiment d'infanterie. La guerre se termine, mais l'armée ne le lâche pas de sitôt. Il fera des allers-retours entre la vie civile et le service militaire jusqu'en janvier 1922. Des années perdues, comme pour toute une génération. Saint-Ouen, la section, l'engagement. À sa libération définitive, il rejoint le mouvement ouvrier avec l'énergie de ceux qui ont attendu trop longtemps. Il adhère au syndicat unitaire des ouvriers sur métaux de la Seine. Tourneur sur métaux de métier, un homme qui travaille avec ses mains, qui connaît le bruit des ateliers, la chaleur des machines, la fatigue du corps en fin de journée. Dès janvier 1923, il devient secrétaire de la section de Saint-Ouen du Parti communiste. C'est jeune, très jeune. Il a 23 ans, mais il est déjà connu dans les milieux ouvriers de la ville. Il sait parler, il sait écouter, il sait tenir une réunion. La montée, puis la rupture. En 1926, il accède au comité central du PCF, l'instance dirigeante du parti. C'est une reconnaissance nationale. Il vient de Saint-Ouen, il est tourneur sur métaux et il siège à la direction du Parti communiste français. C'est le type même de l'ascension militante que le mouvement ouvrier de l'entre-deux-guerres rend possible. Mais l'époque est dure pour les esprits indépendants. Le PCF est en train de se soumettre aux injonctions de Moscou. L'internationale communiste exige l'alignement total sur la ligne soviétique, la fameuse doctrine du socialisme dans un seul pays, défendue par Staline contre Trotsky. Louis Béhor n'est pas trotskiste,
Mais il a des doutes, il pose des questions. En 1927, les cahiers du bolchevisme critiquent une lettre qu'il a envoyée au secrétariat du parti. Il y fait des réserves sur la possibilité de construire le socialisme dans un seul pays. Il vote contre la résolution du 7e exécutif de l'Internationale communiste. À la conférence du PCF de Saint-Denis en juin 1927, il est le porte-parole de l'opposition d'extrême gauche. Il vote contre. Il signe un appel au 15e congrès du PC russe en faveur de la réintégration des oppositionnels. Le résultat ne se fait pas attendre. Il n'est pas convoqué au comité central suivant. Il est suspendu. Puis, à la demande de sa propre cellule, sous pression, sans aucun doute, il est exclu du parti. Nous sommes en 1927-1928. Il a 28 ans. Il vient de perdre la structure politique dans laquelle il avait construit son engagement. Il aurait pu s'arrêter là. L'entre-deux, la fidélité malgré tout. Il ne s'arrête pas. En 1931, malgré son exclusion officielle, il continue à militer avec ses anciens camarades de la section de Saint-Ouen. Pas au PCF, il en est exclu et le restera. Mais à Saint-Ouen, dans les réseaux qu'il connaît, avec les gens en qui il a confiance. C'est une position inconfortable. Il n'appartient plus à rien d'officiel, il n'a pas de carte, pas de structure, juste des convictions et un réseau humain tissé sur des années. Saint-Ouen, dans les années 30, c'est une ville qui bouillonne. Les grèves du Front populaire de 1936 secouent toutes les usines. Les ouvriers d'Alstom, des TEM, des ateliers métallurgiques, débrayent, occupent les locaux, négocient les congés payés et la semaine de 40 heures. Beors est là, dans ce mouvement, pas à la tribune, pas dans les journaux, mais dans les couloirs d'usine, dans les conversations qui préparent les décisions. Il observe aussi la montée du danger, les ligues d'extrême droite, l'antisémitisme qui s'installe dans le langage commun, et en 1938, Munich, l'abandon de la Tchécoslovaquie par les démocraties occidentales. Pour un homme comme Beors, qui a toujours su lire, les rapports de force, le signal est clair. La guerre arrive et elle ne sera pas ordinaire. Quand la défaite de juin 1940 s'abat sur la France, il a 41 ans. L'âge de la maturité politique, l'âge où l'on a assez vécu pour savoir ce que la capitulation signifie, pas seulement militairement, mais moralement. L'occupation, l'internement, puis la résistance. En juin 1941, les Allemands l'arrêtent. Il est interné 15 jours, puis libéré. On ne sait pas exactement pour quelles raisons il est relâché. Peut-être que les autorités ne trouvent pas assez d'éléments pour aller plus loin. Peut-être qu'il a su se taire au bon moment. Cet internement aurait pu le briser. Il aurait pu décider de se faire oublier, de baisser la tête, de survivre tranquillement jusqu'à la fin de la guerre. Il choisit l'inverse. Quand Libération Nord s'implante dans la banlieue nord-est de Paris en 1942, Louis Beors devient l'un de ses principaux recruteurs à Saint-Ouen. Son terrain, les usines, Alstom, les transports en commun, TEM, les services municipaux, les PTT, les employés du ravitaillement. Ce n'est pas le travail des fusiliers ni des parachutistes, c'est le travail des semeurs. Aller voir quelqu'un, lui parler, évaluer sa fiabilité, lui expliquer ce que Libération Nord fait, ce que l'on attend de lui, les risques qu'il prend, et recommencer, un par un. Ce travail est essentiel. Sans recruteur, pas de réseau. Sans réseau, pas de renseignement, pas de distribution de tracts, pas de filière d'évasion, pas de résistance organisée. Les hommes comme Louis Beors sont les architectes invisibles de ce que l'histoire retiendra comme des actes héroïques. La fin de la guerre, la vie qui continue. En 1943, le PCF fait circuler une liste rappelant que Beors est exclu, 15 ans après les faits. L'époque est au règlement de comptes internes, aux suspicions, aux querelles entre mouvements. Beors navigue dans cet environnement sans en faire une tragédie personnelle. Il survit à la guerre. En 1946, on le retrouve membre de la section de Saint-Ouen de la SFIO, le Parti socialiste. Il a changé de maison politique, pas de conviction. Il milite toujours, il est toujours à Saint-Ouen. Il mourra dans cette même ville le 25 mai 1971. Il avait 71 ans. Il avait consacré un demi-siècle à la politique ouvrière,
traversé 2 guerres, une exclusion, un internement et la résistance clandestine. Sans médaille, sans rue à son nom, sans plaque. L'homme que l'histoire oublie. Louis Béhors n'est pas dans les livres d'histoire. Il n'est pas sur les monuments aux morts. Il n'y a pas de tribune à son nom, pas de stade, pas d'avenue. C'est le paradoxe de la résistance de l'ombre. Plus on fait un travail essentiel, moins on laisse de traces. Les fusillés ont leur nom gravé dans la pierre. Les parachutistes ont leur biographie. Les recruteurs ont le métron. Ce dictionnaire biographique du mouvement ouvrier qui consigne minutieusement les parcours de ceux que l'histoire officielle n'a pas retenus. Les zones d'ombre. Le parcours de Louis Béhors pose des questions que l'historien honnête doit formuler. Son exclusion du PCF était-elle juste? Il était clairement dans une minorité d'opposition. Mais dans le contexte des années 1927-1928, l'opposition à la ligne soviétique pouvait aussi cacher des positionnements politiques non complexes. Pas toujours clairs, pas toujours cohérents. Le métron est factuel sur les faits. Il ne tranche pas sur le fond. Son internement de juin 1941, pourquoi a-t-il été relâché si vite? Les archives disponibles ne l'expliquent pas clairement. On peut imaginer plusieurs raisons: manque de preuves, intervention d'un tiers, hasard administratif. Mais cette zone d'ombre mérite d'être signalée honnêtement. Ce qu'il représente, ce que Louis Béhors incarne, c'est une résistance que les historiographies populaires peinent à raconter. Pas la résistance des actes spectaculaires, l'attentat, le sabotage, le passage de la frontière, la résistance de la durée. Celle qui consiste à tenir une section pendant 20 ans, à traverser les exclusions et les trahisons, à revenir toujours au même endroit, Saint-Ouen, ses usines, ses ouvriers, et à continuer à convaincre. Il faut imaginer ce que cela signifie concrètement. Entrer dans un atelier en 1942, repérer un collègue fiable, attendre le bon moment, la pause cigarette, le chemin vers les vestiaires, lui parler à voix basse, sans témoin. Lui expliquer que Libération Nord existe, qu'elle recrute, que l'engagement ne signifie pas forcément les armes, mais peut vouloir dire distribuer des tracts, transmettre des informations, cacher quelqu'un une nuit et lui laisser le temps de répondre oui ou non, sans insister, sans risquer de le mettre en danger si sa réponse était non. Ce travail demande du sang-froid, de la connaissance des hommes et une forme de courage particulière. Pas le courage de l'action, mais le courage de l'attente. Celui qui recrute prend un risque à chaque conversation. Si l'autre parle, c'est lui qui tombe le premier. Il y avait des milliers de Louis Béhors en France occupée, des hommes et des femmes ordinaires qui faisaient le travail que personne ne verra jamais. La résistance leur doit autant qu'aux figures que l'on commémore. Louis Béhors est né à Paris en 1899, il est mort à Saint-Ouen en 1971. Entre les deux, il a été tourneur sur métaux, secrétaire de section, membre du comité central, oppositionnel, exclu, interné, recruteur, socialiste. Il a traversé 2 guerres et une occupation. Il n'a jamais quitté Saint-Ouen, ou presque. Il n'a pas de rue à son nom. Pas de plaque. Pas de citation dans les discours officiels du 8 mai. Mais il figure dans le métron, ce monument discret de la mémoire ouvrière, et dans les archives du musée de la Résistance en ligne, où son nom apparaît dans la liste des recruteurs de Libération Nord. Ce podcast existe aussi pour des gens comme lui, pour ceux que l'histoire retient mal, parce qu'ils n'ont pas eu le destin spectaculaire qui fait les commémorations, parce qu'ils ont fait quelque chose de plus difficile: tenir, rester, convaincre, encore et encore, dans des ateliers où tout le monde avait peur. Les héros sont ceux qui font ce qu'ils peuvent. Louis Béhors a fait ce qu'il pouvait, à Saint-Ouen, pendant 50 ans. Dans le prochain épisode, nous retrouvons Saint-Ouen sous l'occupation, avec un homme qui a choisi une autre voie que le militantisme politique. Jules Rimet, fondateur de la Coupe du monde de football, qui a planté ici les racines d'une idée devenue planétaire.